Bonjour, ici Christine Chalet-Caron pour Histoire de source, Source Story, une émission lors de laquelle on rencontre des personnalités qui participent à la diffusion et à la production de savoirs historiques pour qu'elles nous parlent d'une source, en fait, qui leur serve à renouveler le récit historique canadien. Euh, donc, pour plus d'informations ou pour être à l'affût de tout ce qu'on fait, n'oubliez pas que vous pouvez aller nous suivre sur les différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest et Facebook. Donc, comme ça, vous n'allez rien manquer. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, liker, commenter et partager. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une rencontre, mais bien d'une réaction à une discussion qu'il y a eu entre Isabelle Saint-Amand et Samantha Cutrara, qui s'occupe de recevoir nos invités en anglais. Donc, Isabelle Saint-Amand, elle est l'auteure de différents livres, notamment Stories of Oka sur la crise d'Oka, et elle s'est particulièrement intéressée à la reproduction, à la présentation, à l'imaginaire, donc aux représentations de la crise d'Oka dans les récits littéraires et cinématographiques, autant qui sont le fruit de travail d'Autochtones et d'Allochtones. Donc, je vous invite à suivre son travail qui est très, très, très intéressant afin d'en connaître plus, notamment sur la crise d'Oka et la façon dont on l'aborde de différentes façons. Donc, pour repenser le récit et la mise en récit, son travail est vraiment d'une grande portée, d'une grande utilité. Donc, le sujet de leur discussion était Eddie Wetaltuk, qui est un Inuit qui s'est engagé dans l'armée canadienne sous le nom de Eddie Vidal. Donc, un faux nom. On comprend bien les raisons de son faux nom quand on lit cette autobiographie-là. Donc, il l'a écrit avec l'aide de Thibault Martin, éminent chercheur sur les enjeux autochtones au Canada et qui a participé dans les rangs de l'armée canadienne à la guerre de Corée. Donc, un livre très, très, très intéressant. Mais ce livre-là ne s'agit pas seulement d'un livre, il s'agit d'une source, et on pourrait dire d'une source assez importante, volumineuse, qui nous donne une foule d'informations à la fois sur le parcours exceptionnel d'Eddie Wetaltuk, mais aussi sur les conditions d'existence, les droits ou l'absence de droits des populations inuites au Canada dans les années 30, 40, 50. Par exemple, pourquoi il s'appelle Eddie Vidal? Eh bien, c'est notamment parce qu'il n'avait pas le droit de se rendre au sud donc, du territoire canadien. Il a donc emprunté un nom et s'est inventé une identité et une histoire assez différente de son histoire véritable. Je vous laisse regarder la discussion entre Samantha et Isabelle pour plus d'informations, mais surtout lire cette passionnante autobiographie. Donc, lors de cette discussion-là qu'elles ont eue, Isabelle a su démontrer à quel point il s'agit d'une précieuse source historique et qui est surtout, qui est à la fois autobiographique, mais qui est aussi doublée d'une iconographie. Donc, il y a différentes photos de Eddie au centre. Dans la version anglaise, donc originelle, même si Eddie parlait français et non seulement anglais, son autobiographie a été écrite en anglais, il y a aussi des dessins qui rend plus réelle la vie de Eddie, donc des représentations de lui à différentes périodes de sa vie, notamment des périodes où il n'y avait pas nécessairement de photos, notamment sa naissance. Donc, le récit commence dès sa petite enfance. Donc, ça nous permet vraiment de voir tout le processus, toute sa vie avant de voir son départ vers le sud, puis son départ vers la Corée. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment commenter ou résumer la discussion qu'il y a eu entre Isabelle et Samantha, mais plutôt vous parler de la portée que peuvent avoir ce genre de récits autobiographiques-là ou encore récits biographiques. Donc, en ce qui concerne les groupes historiquement discriminés au Canada, c'est vraiment, ou encore les mouvements de lutte pour améliorer les conditions d'existence
de ces groupes-là qui sont discriminés historiquement au Canada. Ça fait longtemps que je propose en fait l'idée des parcours individuels pour restituer l'histoire plus collective ou l'histoire de certains mouvements sociaux qui ont été peu ou pas pris en compte dans le récit historique dominant. Eh bien, il y a toutes sortes de livres qui ont été publiés dans les dernières années, des autobiographies qui ont cette portée-là. Et j'invite les historiens, les historiennes, mais aussi les enseignants et les enseignantes à s'y intéresser, puisque ça nous permet, par le parcours individuel ou des extraits de parcours individuel, de réfléchir aux conditions d'existence ainsi qu'aux initiatives de différents groupes qui sont moins pris en compte dans l'histoire. On peut notamment penser aux populations autochtones ou encore aux communautés noires. Donc, évidemment, ce livre-là, dont vous allez trouver la référence en bas dans la présentation de cette vidéo, mais j'ai d'autres choses à vous présenter, qui peut vraiment servir de matériel pédagogique en classe ou qui peut vraiment servir de source pour les historiens et les historiennes qui s'intéressent à ces mouvements-là. Nous avons notamment le livre de Frédéric Douglass, Mémoire d'un esclave, qui est l'une de ses autobiographies parce que Frédéric Douglass a écrit plusieurs fois son autobiographie. Eh bien, il raconte vraiment toute sa vie dans celle-ci, qui a été traduite en français, publiée aux éditions Luxe. Vous pouvez la trouver en anglais aussi. Pour mieux comprendre le mouvement abolitionniste et pour comprendre aussi la vie d'un esclave aux États-Unis, eh bien, ce livre-là, à travers le parcours de Frédéric Douglass, m'a permis de prendre compte de l'histoire, des conditions d'existence des esclaves enfants, particulièrement aux États-Unis, puis ensuite de voir tout le processus pour l'émancipation qu'il a vécu et ensuite la lutte au sein du mouvement abolitionnisme à partir d'un de ses acteurs clés, mais un acteur qui est concerné puisqu'il est né esclave. Un autre livre qui m'a permis d'en connaître plus, cette fois-ci, sur les Black Panthers, c'est un livre de Mumia Abu-Jamal qui est son parcours qu'il a écrit en prison. Donc, il est emprisonné parce qu'il est accusé depuis plusieurs décennies du meurtre d'un policier. Il serait faussement accusé et il a écrit son histoire et aussi l'histoire des Black Panthers. Et j'ai beaucoup plus appris en lisant ce livre-là sur les Black Panthers et la condition des personnes noires aux États-Unis qu'en lisant beaucoup de grosses monographies. Donc, à travers son parcours individuel, on peut voir les trajectoires de plusieurs acteurs et actrices du mouvement. Donc, ça renouvelle énormément l'historiographie et ça voit un regard différent, donc une lumière différente sur certains faits historiques, moments historiques qui ont marqué l'histoire. Un autre livre qui m'a vraiment accroché, dans ce cas-là, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est une biographie, c'est celle de mon oncle Jules par Jocelyn Sioui, donc qui est le petit-neveu de Jules Sioui. Et dans ce livre, en fait, il y a vraiment la question de la remise en question du discours officiel, de l'occultation, de la visibilisation, de l'inclusion dans l'histoire de certains acteurs et certaines actrices. Mais ça permet aussi, en fait, à travers son parcours, on voit, en fait, l'importance, l'ampleur d'un certain groupe de mouvements autochtones dès les années 30-40, des mouvements pan-canadiens pour pouvoir améliorer les conditions d'existence des populations autochtones pour l'accessibilité à plus de droits. Donc, souvent, on va beaucoup parler des luttes autochtones à partir des années 60, 70, 80. Eh bien, par le parcours de mon oncle Jules, on voit que les racines sont beaucoup plus anciennes et qu'elles sont pan-canadiennes très tôt. Donc, il y a toujours eu une résistance parce qu'il y a eu de l'oppression et à travers le parcours de Jules Sioui, on peut le voir. Donc, l'ensemble de ces livres-là, les références sont mises en description du vidéo et il s'avère que c'est des sources super importantes pour les enseignants comme pour les historiens et les historiennes. Donc, je vous invite à réfléchir aux biographies, aux autobiographies comme des sources très valables, en fait, des sources de première main qui peuvent vraiment permettre de rétablir l'histoire des groupes historiquement dominés au Canada.
Donc, sur ça, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout de vous engager dans la lecture de ces passionnantes publications. Donc, toutes les références se trouvent plus bas. Passez une belle journée et à une prochaine fois.